yanapita, mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Mateso yanapita, mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Bonjour chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC Chopo, l'église au milieu du village. Nous voici dans notre 4e numéro de l'émission Fondation Kinalego et nous, une émission produite et présentée par la grande équipe du département de la Fondation Kinalego. Moi c'est Anselme Massoua, je suis avec Rachel Nzengue. Bonjour Rachel. Et Rich Moussana, bonjour Rich. Bonjour Anselme. Voilà, pour votre mémoire, dans notre 3e numéro, nous avons parlé de l'encadrement des personnes vivant avec handicap. C'était avec l'ONG AFADOD, Association des femmes handicapées pour les droits de l'homme et le développement, avec l'équipe de la coordination de la dite ONG. Et bien, dans ce 4e numéro, nous allons nous entretenir sur l'encadrement des malvoyants du centre Bartimée. Comme invité, nous recevons M. Kili Lukamba, administrateur général du centre Bartimée. M. Kili, bonjour. Bonjour, M. Hassel. Voilà, on avait aussi un 2e invité, c'était le secrétaire général de la Fondation Kinalego, qui devrait aussi répondre à certaines questions en rapport avec le soutien de la Fondation Kinalego au centre Bartimée, M. Willy Mugisa, que nous saluons à passant, mais il est un peu empêché. Est-ce vraiment important d'assurer un encadrement des malvoyants? Sont-ils vraiment utiles dans la société, les malvoyants? Comment les centres Bartimée se démènent pour leur prise en charge? Toutes ces questions trouveront réponse avec notre invité Kili Lukamba. Une fois de plus, M. Kili Lukamba, bonjour. Bonjour, M. La première question que j'aimerais vous poser est de savoir depuis quand existe votre centre dans la province de la Chopo et pourquoi l'avez-vous créé? Si vous pouvez nous faire un petit historique sur la création de ce centre. Kili. Merci beaucoup pour la question. C'est depuis le 17 septembre 2001 que le centre Bartimée pour aveugles existe. Un centre qui a la vocation d'accompagner les aveugles, la formation scolaire surtout, parce que nous avons observé la façon dont les adultes se démènent dans la ville et surtout dans leur vie. Alors pour prévenir ces dangers, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment déjà rejoindre les jeunes enfants vivant avec handicap visuel et malvoyants pour les scolariser, de sorte que leur avenir soit déjà préparé dès maintenant. Voilà, nous vous avons dit aussi de nous faire un petit historique. Comment vous êtes arrivé à la création de ce centre? Merci beaucoup. Le centre a été créé à partir des activités qui étaient organisées dans un centre nutritionnel pour les enfants mal nourris. Et c'est avec l'avènement de l'AFDEL, lorsqu'il y avait des déplacés qui venaient de l'Est, et en train de fuir la guerre qui a ravagé le Congo pendant cette période-là. Ces déplacés, lorsqu'ils sont venus à Kisangani, il y avait des centres qui étaient créés par-ci par-là pour accompagner ces personnes déplacées. Alors, au niveau de la 5e CELPA, de l'église Bethel, il y avait un centre nutritionnel. Ce centre-là était en train d'accompagner les enfants mal nourris. Dans ces centres, nous avons accueilli des enfants aveugles. Parce que les enfants qui sont réussis dans les centres nutritionnels, lorsqu'ils sont nourris, après on constate que l'enfant a recouvré la santé, on les fait sortir du centre. Mais ces enfants qui étaient aveugles, après avoir récupéré la santé, mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour eux? Nous nous sommes posé une question pour le développement durable, pour ces enfants-là, parce que le centre nutritionnel, c'est dans les cas des urgences. Quand on leur donne la ration alimentaire, la bouillie, les biscuits compacts, et après, ils sortent du centre. Mais pour les enfants aveugles, comment il fallait envisager leur avenir. C'est à partir de là que l'idée de pouvoir accompagner ces enfants est née, et nous avons structuré, nous avons formalisé pour créer un centre qui devrait s'occuper de la formation scolaire de ces enfants, une formation intégrale. Voilà, Monsieur Kili, est-ce qu'un aveugle est vraiment utile dans la société? Un aveugle, c'est une personne à part entière, comme toutes les autres personnes. En dehors du fait qu'il a perdu un sens parmi les 5 sens de la vie, mais toutes les facultés fonctionnent convenablement.
un aveugle est utile parce qu'il faut le faire participer dans les débats, il faut l'approcher pour savoir ce qu'ils ont comme atout, ce qu'ils ont comme faculté, toutes les capacités, vous pouvez les découvrir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des aveugles qui, mis ensemble avec les enfants valides, avec les autres, sont arrivés à décrocher les diplômes d'État. À partir de là, cette question-là trouve sa réponse dans la société. Et lorsqu'ils ont obtenu les diplômes d'État, il y a des aveugles qui sont en train d'enseigner les enfants aveugles à partir de l'écriture braille. Donc, sur le plan intellectuel, un aveugle est important. Même en communauté, dans leur vie, lorsque nous parlons de la réhabilitation à base communautaire, vous les fréquentez dans leur milieu de vie, vous allez trouver que les aveugles sont en train de travailler comme toutes les autres personnes. Bien sûr, ils doivent être accompagnés parce que tout ce qu'ils doivent faire, tout ce qu'ils doivent apprendre, c'est au bout des doigts. Il faut donner la forme à ce que l'aveugle doit apprendre. Parce que s'il ne le touche pas, il ne saura pas de quoi il s'agit. Il faut qu'il touche pour que ce qu'il apprend, pour que ce qu'il fait puisse avoir l'essence à partir de l'air touché. Ok. Monsieur Kili, est-ce qu'au niveau du centre, vous organisez des activités justement en faveur de ces malvoyants? Tout à fait, nous avons d'abord la sensibilisation. Parce que lorsque vous découvrez un enfant aveugle, vous n'allez pas le prendre tout de suite. Il faut entrer en contact avec la famille, commencer à échanger avec les membres de famille pour les convaincre, en fait qu'ils acceptent que cet aveugle peut être utile pour lui-même et pour même la communauté, pour la famille et même pour la communauté. C'est ainsi qu'au niveau du centre, nous avons notre première activité, c'est la scolarisation de ces enfants et jeunes aveugles. La scolarisation, lorsque nous les accueillons, ils passent dans la classe d'apprentissage braille. Le braille, c'est les moyens, l'écriture qui leur permet de pouvoir être intégrés, étudier avec les autres. Parce que si l'aveugle ne connaît pas le braille, il ne peut pas être intégré parce que nous n'avons pas un enseignement spécial où, au niveau du gouvernement ou au niveau des programmes scolaires, un programme spécifique pour les personnes vivant avec handicap, il n'y en a pas. Nous respectons les programmes nationaux qui est le même pour les valides et pour les aveugles. C'est ainsi qu'après l'apprentissage braille, ces aveugles-là passent maintenant à l'intégration. Là, c'est la formation scolaire qui commence. Ils entrent au niveau de l'école comme tous les autres voyants. Même dans les salles de classe, on les enseigne au même titre que tous les autres enfants. Là, on oublie l'handicap parce qu'ils ont les moyens pour se défendre, pour prendre note, pour écrire tout ce qui se passe au niveau de la salle. On espère que pour ce qui est de l'encadrement de la partie éducationnelle, tous les enfants ont des tablettes de l'écriture braille. Mais finalement, la finalité, voulais-je dire, c'est quoi dans l'encadrement de ces enfants? Ok, la finalité, c'est la réinsertion socio-professionnelle. Parce que même s'ils sont formés, à la fin de la formation, il faut que ces aveugles puissent être utilisés, consommés par la société. C'est comme tous les autres diplômés que l'État est en train de produire. On met autant de diplômés au niveau des humanités, au niveau des universités, des instituts supérieurs et universitaires. Là, lorsque nous avons les aveugles, la finalité, c'est le travail. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons un aveugle qui a obtenu son diplôme, qui est en train d'enseigner les autres aveugles à partir de l'écriture braille. Et aussi, par rapport à ce qu'ils font comme activité dans les brassages, parce qu'avec la main, ils ont la facilité de tisser. Vous voyez, à partir des tablettes qu'ils ont, ça c'est un moyen seulement pour l'accompagnement jusqu'à la fin du cycle, mais lorsqu'ils terminent, ils sont versés sur le marché d'emploi. Lorsque nous les utilisons, en dehors de nous-mêmes au niveau de l'école, il y a la division des affaires sociales, solidarité nationale, qui doit aussi les encadrer, les employer, parce que là, il y a le service de reclassement pour les personnes vivant avec handicap. Vous allez constater qu'au niveau de la division, il y a un service spécialisé pour ces personnes-là, où on les engage et on les utilise selon les aptitudes qu'ils ont, en dehors des problèmes spécifiques qui affectent leur santé. Je pense que là, sur les images,
il avait une petite tablette qu'un enfant était en train de manier. C'est ça, la tablette d'écriture braille. Tout à fait, c'est ça la tablette qui a aussi un pinceau que les aveugles utilisent comme stylo. Ces pinceaux-là l'aident à trouver parce que leur écriture, ils lisent ça à partir de la main, à partir des doigts. C'est en palpant qu'ils sont en train de lire. C'est en disposition de tout le monde ou bien comment? Oui, chaque enfant aveugle. On ne peut pas le mettre en intégration sans tablette parce que c'est ça qui représente les cahiers et les bics. Ces pinceaux-là est sous forme d'un crochet qu'on utilise pour raccommoder les souliers. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Nkili Lukamba, pour ces détails que vous venez de donner à chers téléspectateurs. J'espère que tous ceux qui nous suivent en ces moments, ils ont quand même compris c'est quoi vraiment l'utilité d'un aveugle dans une société. En fait, est-ce que vous pouvez expliquer à ces gens, ou soit nous donner un peu comment organise votre école, donc l'encadrement, ou soit la structuration, comment vous vous êtes structuré? Merci beaucoup pour la question. Notre école a un comité de gestion. Ce comité de gestion est dirigé par le directeur du centre, qui est en mission parce qu'il n'est pas avec nous. C'est pourquoi moi je viens intervenir au niveau de cette émission. C'est lui qui devrait être là. Moi je suis administrateur gestionnaire. Autour du directeur, il y a les différents services. Nous avons les services sociaux, nous avons les services médicaux, nous avons les services pédagogiques, nous avons également l'internat. Lorsque nous avons à chaque service un responsable du service, ce sont ces responsables autour du directeur du centre et à côté de l'administrateur gestionnaire qui constituent le comité de gestion. Parce que au niveau du centre, en dehors du fait que nous avons des activités que les gens voient, surtout l'enseignement, mais il y a également l'accompagnement sur le plan social. Dernièrement, nous avons même fait une sensibilisation des familles et des ménages dans le cadre de l'activité Covid-19 qui concernait essentiellement les personnes vivant avec handicap et leurs dépendants. Cette fois-là, c'était leurs ménages, les membres des familles et tous ceux qui les composent. Alors, à ce niveau-là, au niveau des services pédagogiques, nous avons tout ce qui concerne l'enseignement. Nous avons l'internat qui existe parce que les enfants, leur déplacement est difficile. D'abord, vous avez des parents qui ont des difficultés à prendre en charge les enfants valides avec les coûts de la vie. Mais nous avons réfléchi que pour réussir la formation de ces enfants, il fallait avoir un internat. Lorsqu'on les amène, on les héberge sur place et nous avons la possibilité de les réunir et de les enseigner. Il y a un directeur de l'internat qui s'occupe de l'encadrement de ces enfants au niveau de l'internat. Nous avons un assistant social. C'est celui qui s'occupe des relations entre famille et centre. Famille des enfants vivant avec handicap visuel et les centres. Parce que les enfants vivant avec handicap visuel tels que vous les voyez ne viennent pas prendre leur inscription comme les enfants valides. Non, non. Il y a un service au niveau de notre centre, c'est le service social qui s'occupe de ce que nous appelons enquête de dépistage. Nous les lançons sur terrain avec des agents RBC. Ils vont faire la sensibilisation pour découvrir là où existent les enfants aveugles. Lorsqu'ils les découvrent, on prend les renseignements sur les parents et les centres commencent les dialogues sociaux avec les parents pour que les parents acceptent de céder ces enfants parce que des fois, les parents ne croient pas à cette réalité. Lorsque vous parlez qu'il y a un aveugle, même pas seulement les parents, même beaucoup de gens dans la société, lorsque vous passez chez nous, vous dites les aveugles étudient. Pour eux, c'est comme un rêve. Heureusement qu'il y a les images qui passent. Ils voient comment ces enfants se débrouillent avec les autres, tels que vous les voyez, même si les yeux ne voient pas, mais ils ont une capacité d'audition très développée. Ils enregistrent carrément ce qu'ils sont en train d'apprendre. C'est pourquoi nous avons expérimenté, ces enfants occupent toujours les 5 premières places. Ce qui surprend même les voyants, parce que parfois les yeux nous donnent la distraction, et non pas de distraction parce que les yeux ne fonctionnent plus. Et en dehors du service social, nous avons les services médicaux. Ces enfants tels que vous voyez, les yeux sont déjà frappés par la cécité. Parfois ces yeux, d'autres yeux n'existent même pas plus dans leurs orbites. Mais les yeux, il y a des nerfs qui communiquent avec les yeux. Ces enfants développent parfois des maux de tête, d'autres problèmes de santé, en dehors des pathologies ordinaires comme la malaria et ainsi de suite.
Alors, il faudrait que les services médicaux, nous avons un infirmier qui, avant de les conduire là où on peut les prendre en charge, essaie d'intervenir pour les petits problèmes dans ce sens-là, avec des produits de spécificité qui leur permet de refroidir leurs nerfs là, lorsqu'ils y sont vraiment chauffés. Et nous avons également, au niveau de l'administration, les contacts qu'il faut prendre avec les tiers à l'extérieur, tout comme dans la ville et au niveau national, pour l'intérêt de ces enfants. Parce que l'école a déjà un numéro matricule, le personnel est recensé, il reste ce qu'on appelle budgétisation, et c'est une élite dans laquelle nous sommes, ça fait depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les occasions, quand on essaie de mécaniser les personnels enseignants, nous tombons toujours. Vraiment. Puisque vous avez parlé de l'internat, est-ce que nous pouvons savoir comment est-ce que vous organisez avec ces enfants? Les centres Barthélemy s'organisent comment pour l'encadrement de ces enfants à l'internat? Merci beaucoup. Et à ce niveau-là, nous avons essayé d'échanger avec les parents, sensibiliser les parents pour qu'ils puissent accompagner ces enfants dans leur scolarisation. Dommage que ces enfants, lorsqu'ils viennent étudier, ils ne payent pas. Mais les centres les accompagnent grâce à la fondation APSV, qui est dirigée par les sœurs de la congrégation des sœurs de charité au niveau de Kinshasa. C'est cette fondation qui donne l'aide directe pour la scolarisation des enfants. Mais nous sensibilisons les parents à pouvoir contribuer pour leur séjour au niveau de l'internat, ce qui n'est pas toujours facile. Nous avons fait un lobbying au niveau local. Si nous pouvons obtenir l'aide, même un soutien des autorités pour que les enfants puissent trouver vraiment quoi manger lorsqu'ils sont en séjour au centre pendant toute la période des activités scolaires. Ça, c'est encore un combat que nous sommes en train de mener. Nous ne désespérons pas, nous savons que plus tard, peut-être, on aura gain de cause. Alors, M. Kili Lukamba, on aimerait un peu savoir, revenir un peu dans les volets éducationnels. Après l'obtention du diplôme d'État, qu'avez-vous prévu pour ces enfants malvoyants? Merci beaucoup. Lorsque les enfants sont au niveau du centre, parce que ce n'est pas tous ces enfants qui arrivent au niveau des 6e pour obtenir les diplômes d'État. Il y a des enfants qui n'ont pas des aptitudes voulues pour continuer avec les études jusqu'à ce niveau. Mais pour ceux qui sont en train d'évoluer jusqu'à ce niveau-là, au niveau du centre, nous avons ce que nous appelons le plan individuel de rééducation. Ce plan individuel de rééducation, lorsque nous l'exécutons, à la fin, il y a un plan de sortie pour l'enfant. Parce que les enfants ne doivent pas rester éternellement au niveau du centre. Lorsqu'ils terminent les études, ils doivent être réinsérés dans la société. Ils doivent trouver du travail. Alors, le plan de sortie respecte les aspirations de l'enfant. Parce que parmi ces enfants, lorsque nous descendons dans leur famille, vous trouvez qu'il y a des enfants qui ont des boutiques au niveau des familles. Il y a des activités que les familles font en collaboration avec l'enfant, selon la volonté de l'enfant. Seulement, une préoccupation qui est générale pour tous les aveugles de la République, c'est au niveau de l'appréhension, savoir même la monnaie, les transactions, comment savoir que ça c'est 100 francs, 500 francs, 1000 francs. C'est une difficulté. Et alors, est-ce que vous possédez des projets d'avenir qui pourraient faire de ces enfants des personnes utiles à la société? Tout à fait. Pour chaque enfant, comme j'ai dit, il y a un plan de sortie. Ce plan de sortie consiste à installer l'enfant dans son milieu de vie. Là, c'est le programme RBC, réhabilitation à base communautaire. Il faut que la société constate que ces enfants sont utiles. Lorsqu'ils sont partis, ils n'étaient pas ce qu'ils sont devenus lorsqu'ils rentrent dans leur famille après avoir terminé les études. Alors là, nous avons des enfants, j'ai parlé de celui qui enseigne. Il n'enseigne pas au centre, il est en famille. Il y a des enfants qui ont des petites activités. Lorsqu'ils rentrent en famille, ils s'occupent de ces activités-là. Il y a des enfants qui sont déjà mariés, qui sont installés. Nous avons l'exemple de Valentin Mukanda qui est au niveau de 13 km de la route aéroport lorsque vous allez vers le petit séminaire. Il y a un aveugle là qui a été réinséré. Il a déjà épousé. Il est installé. Il est en train d'élever les porcs. Nous l'avons renforcé dans cet élevage
Malheureusement, on l'a volé. Mais il a transformé l'activité, il a commencé à fabriquer, à produire les balais à partir des rameaux des palmiers ici. C'est une activité facile pour lui de faire. Il a son petit moulin et c'est comme ça, petit à petit, il est en train d'évoluer. Et par rapport à l'organisation du centre, avez-vous des personnes physiques ou morales qui vous soutiennent aux activités du centre? Tout à fait, nous avons l'APSV que j'ai cité lorsque j'étais en train d'intervenir par rapport à la formation scolaire des enfants. Les personnes physiques ou morales, c'est d'une manière ponctuelle. Les personnes de bonne volonté, lorsqu'ils apprennent qu'il y a des personnes vulnérables au centre, quand ils viennent, ils interviennent, soit avec la ration alimentaire. Et nous avions à l'époque M. Maire qui avait pris l'engagement de fournir au centre la ration pendant toute l'année scolaire, avant qu'il ne se retire dans la ville. Mais d'autres personnes, c'est occasionnel. Lorsque quelqu'un visite les centres et visite les enfants, il fait un geste et ce n'est pas d'une manière continue et permanente. Monsieur Kili, dans le but vraiment d'un éventuel accomplissement de vos projets, avez-vous un message à lancer, puisque nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre émission? Il y a un mot à lancer aux personnes de bonne volonté, un mot à lancer aux parents, un mot à lancer même aux malvoyants eux-mêmes dans le cadre de cet encadrement. Merci beaucoup. Dans votre centre. Aux personnes de bonne volonté, il faut venir découvrir ce que nous faisons, parce qu'il est difficile que quelqu'un vienne au centre et voit comment ses enfants vivent et qu'il quitte sans prendre une décision. Nous invitons toute personne de bonne volonté qui se sent interpellée ou qui a la compassion de ses enfants de venir et soutenir les centres. Les personnes morales, les structures, les entreprises qui existent dans la ville ici, nous avons toujours toqué parfois pour les manifestations, par exemple, les journées de canne blanche, célébration de la journée internationale des enfants, des personnes vivant avec handicap, journée de l'enfant africain. On a toujours fait célébrer certaines manifestations. Nous contactons des personnes morales tout comme physiques. Celles qui se sentent vraiment touchées interviennent. Mais cette intervention n'est pas continue. C'est ça la difficulté, parce que c'est comme un adage chinois qui dit: si vous me donnez un poisson, je mangerai un seul jour. Si vous m'apprenez à pêcher, je n'aurai jamais faim. Notre souci, c'est de faire de ces enfants des personnes autonomes. Aux parents, si vous avez un enfant aveugle ou malvoyant, n'hésitez pas. Il faut l'amener au centre pour qu'il vienne suivre qu'il vienne étudier avec les autres enfants valides, comme vous avez vu les images. Et aussi, pour les parents, de continuer à soutenir ces enfants au même titre que les autres enfants qu'ils ont, parce que les enfants valides sont là, ils ont ces enfants. Parce que les jours où ils ne seront plus là, il faudrait que ces enfants soient déjà rassurés de ce qu'ils sont en train de faire maintenant, au lieu d'attendre au décès des parents pour chercher qui va prendre, qui va aider tel ou tel. Il y a aussi un mot à placer pour les enfants eux-mêmes, les malvoyants. Les enfants eux-mêmes qui traînent à la maison, parce que ceux qui sont déjà connus par les centres, ils connaissent. D'ailleurs, dès qu'il y a la rentrée, vous les voyez venir. Je vois déjà qu'ils sont en train de venir. Et ceux qui traînent à la maison, si tous les enfants que nous avons découverts dernièrement lors de notre dépistage, nous les invitons et nous invitons également les parents à venir, parce que nos assistants sont en train de passer. Il ne faut pas que les parents traînent, qu'ils viennent nous trouver pour que ces enfants-là commencent déjà à apprendre l'écriture braille avant d'être intégrés pour la scolarisation. Voilà, Monsieur Kili, nous vous remercions. Presque à la fin de notre émission pour le moment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous remercions aussi toute l'équipe technique de la RTNC qui nous a tenu compagnie. Fin de cette émission. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs, surtout de votre attention à la radio-télévision nationale congolaise. C'était votre émission, notre émission Fondation Kinalegu et nous, une émission produite par la grande équipe de la communication de la Fondation. Nous avons reçu ce vendredi le centre Bartimé à travers M. Kili Lukamba, administrateur du centre. Au micro, c'était Anselme Massoua, Rachel Linzengue et Ruth Moussana pour l'animation de cette
émission, pour ceux qui ne nous ont pas suivis directement à la télévision, vous avez la chance de nous suivre tout à l'heure de 17h30 à 18h à la radio, toujours à la même chaîne, Radio-Télévision Nationale Congolaise. La rediffusion de cette émission télévisée aura lieu le mercredi prochain. Ça sera de 15h à 15h30. Il ne nous reste qu'à vous dire merci une fois de plus. À la prochaine. Team Technics. Ah bon? Salomo. Art Media. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Tunachoshwa na vita, tunahangaika, wapi tutapata amani?